la saga Mario Kart. Dans ce chapitre 2, il sera question du deuxième Mario Kart sorti sur console. Il s'agit de Mario Kart 64. Installez-vous confortablement et c'est parti pour la lecture. Voilà. Après l'incroyable succès de Super Mario Kart sur la 16 bits de Nintendo, Nintendo planche rapidement sur une suite qui mettra cette fois plus de 4 ans à nous parvenir sur la flambant neuve Nintendo 64. Il faut croire qu'à cette époque déjà, la direction de la firme de Kyoto semble s'être imposée la traditionnelle limite d'un seul Mario Kart par génération de consoles. D'une manière générale, Mario Kart 64 reprend le schéma global de son aîné et en conserve les bases. De nouveaux bonus, carapace bleue, etc. 16 circuits très différents. 3 niveaux de difficulté, 50, 100 et 150 cc. Et 4 arènes pour le Battle Mode sont présents dans cette cartouche. Mais du fait de la puissance décuplée de la nouvelle console, ainsi que son joypad unique, tous les aspects techniques et jouabilité sont considérablement rehaussés. Cette fois, la Nintendo 64 permet l'affichage fluide d'une véritable 3D et les circuits profitent ainsi d'environnements inédits et indéniablement plus immersifs qu'auparavant. Il suffit de quelques tours sur le circuit autoroute Todd, encombré d'énormes camions et d'autres véhicules parasites roulant à contresens pour s'en convaincre. Mais la plus grande nouveauté de ce titre reste évidemment la possibilité de jouer jusqu'à 4 sur le même écran simultanément. Nous reparlerons de cette prouesse un peu plus tard. La toute première présentation de Mario Kart 64 a eu lieu à l'occasion du salon japonais Nintendo Space World 95 en novembre 1995, soit un an avant sa sortie effective. Mais en s'étant reculé, c'est sous le nom de code de Super Mario Kart R que le public apprendra d'abord à le connaître. On peut certes se demander à quoi faisait référence la lettre R. Il s'agit tout simplement d'une mention directe du mot reality, terme alors utilisé dans le premier nom de code de la Nintendo 64, Project Reality. Déjà, le jeu montre tout son potentiel avec des parties en multi jusqu'à 4 et une amélioration graphique gigantesque. Cette version présentée est bien avancée, même si l'on constate quelques différences notoires avec la cartouche finale. Ainsi, par exemple, la page de titre propose un visuel moins abouti. Les cubes de bonus sont alors de simples boîtes noires assez peu esthétiques, et le tableau de sélection des conducteurs est différent. Il présente en effet 8 personnages de face et immobiles, alors que le jeu définitif montre des portraits en vue de 3/4 des héros en images de synthèse animée. Mais la plus grande différence reste l'absence de Donkey Kong Jr., personnage pourtant emblématique du premier épisode. Qui a alors pris sa place? Il s'avère que Kamek, aussi connu sous le nom de Machikupa, l'un des sbires de Bowser dans la série des Super Mario Bros, a réussi à s'imposer, mais pas très longtemps. Shigeru Yamamoto s'exprimant sur le sujet a ainsi expliqué: nous avions dans l'idée de faire courir Kamek, mais on a rapidement trouvé qu'il manquait de personnalité, qu'il
passé inaperçu. Voilà pourquoi on l'a retiré et remplacé. Il nous fallut uniquement des personnages charismatiques. On peut se demander comment Nintendo a pu envisager une seule seconde de ne pas inclure le personnage de Donkey Kong Jr., une telle icône. Mais en répondant ainsi, on comprend que Miyamoto botte évidemment en touche pour éviter d'avoir à aborder de véritables raisons. Parce qu'en réalité, il existe une explication très précise concernant l'absence de Donkey Kong dans cette monture bêta du jeu. Et elle n'a strictement rien de poétique. Il s'avère en effet que depuis le développement du jeu Donkey Kong Country sur Super Nintendo, les droits de représentation en 3D du personnage Donkey Kong et Donkey Kong Jr. appartient à la société Rare. Ainsi, Nintendo ne peut pas, sans négocier avec son partenaire anglais, proposer le gorille dans Mario Kart 64. On s'en doute dès les premières réflexions concernant cette suite. Nintendo avait évidemment dans l'idée d'inclure son primate fétiche sur la ligne de départ. Mais faute d'avancer dans les négociations, la firme de Kyoto s'est résolue dans un premier temps à insérer un personnage de substitution, Kamek. Les pourparlers prendront un certain temps avant d'aboutir, mais dans la plus grande joie des fans, Donkey Kong figurera bien sur la grille de départ en décembre 1996. D'ailleurs, en parlant de sortie, il est intéressant de noter que le créateur du jeu, Hideki Kono, toujours lui, rêvait que Mario Kart 64 sorte simultanément avec la console. Il avouera à ce propos avoir travaillé avec son équipe d'arrache-pied pour tenir ce délai. Malheureusement et malgré d'intenses efforts, Shigeru Miyamoto metta fin aux espoirs de Kono. En vérité, il se trouve que Miyamoto travaille lui aussi avec son propre staff sur un autre blockbuster estampillé Super Mario 64. Miyamoto estime, et à juste titre d'ailleurs, qu'il est préférable d'espacer deux grands hits potentiels pour éviter qu'ils ne se concurrencent. On ne pourra pas lui donner tort. Sauf qu'on constate évidemment que, quitte à sortir un jeu, il préfère que ce soit le sien et non celui du collègue. Mario Kart 64 devra donc patienter 5 mois supplémentaires avant de s'offrir aux joueurs qui l'attendent de joypad ferme. En Europe, le jeu sortira avec un nouveau décalage de 6 mois, le 24 juin 1997. À la commercialisation du titre, les joueurs les plus attentifs auront immédiatement décelé quelques différences amusantes entre les versions. En voici quelques exemples. Chez nous, l'apparition de l'écran de titre est accompagnée de la voix du doubleur officiel de Mario, Charles Martinet, énonçant de son timbre vocal si caractéristique Welcome to Mario Kart. En revanche, au Japon, insignifiante pour la plupart des joueurs. Ah, alors, excusez-moi, je me suis trompé. Je relis. En revanche, au Japon, à l'allumage de la console, ce sont des voix d'enfants qui scandent au cœur Mario Kart. Dans le même registre, on remarquera que les voix de certains personnages ne sont pas les mêmes, et notamment celles de Wario, Todd, Peach et Luigi. Certes, ces différences pourront sembler insignifiantes pour la plupart des joueurs ou des historiens de jeux vidéo, mais en creusant un peu, on parvient néanmoins à découvrir d'incroyables anecdotes sur les dessous de la série. Ainsi, il s'avère que la voix de Luigi dans la version japonaise est en réalité celle d'un jeune français, alors âgé d'à peine 20 ans, un dénommé Julien Bardakov, et ce dernier a accepté de nous raconter son incroyable histoire. En 1996, le jeune homme est fraîchement employé par Nintendo à Kyoto en tant que traducteur. La traduction de Pokémon, Zelda Ocarina of Time, etc. C'est lui. Et
Voici comment il est venu à prêter sa voix à l'un des héros les plus emblématiques de la firme de ce jeu. Un jour, l'un de mes collègues japonais est venu me voir et il m'a demandé de tester le jeu pour lequel il officiait. De mémoire, en tant que level designer, c'était le prototype de Mario Kart 64. Dans cette version, plusieurs circuits, dont celui de l'autoroute, étaient terminés et il y avait déjà pas mal de personnages jouables. Mais j'ai rapidement remarqué qu'en dehors de la voix de Mario, les autres n'étaient pas encore doublés. Et comme sur la version Super Mario, mon Mario Kart préféré était Todd. J'y allais au culot en disant Oh, j'adorerais donner ma voix à Todd. Faites-moi passer un test de doublage, s'il vous plaît. Mon collègue s'est marré et m'a répondu Ok, allons en parler à Koji Kondo, le compositeur du thème de Mario Zelda, etc. Je l'ai suivi et il m'a emmené dans le studio d'enregistrement de Nintendo, qui était immense. Là, on a salué Kondo-san et je lui ai alors expliqué que je rêvais de doubler Todd. Visiblement, ma demande a eu l'air de l'amuser. Il a sorti une feuille sur laquelle figurait un script et il a branché un micro et il m'a fait passer un test. Sauf qu'en plein milieu de l'enregistrement, il m'arrête en m'annonçant Non, ça va pas du tout. J'ai cru que c'était fichu et sur le coup, il m'a rendu super triste. Puis, il a fini par ajouter En fait, t'as une voix de Luigi. Toi, tu vas donc plutôt doubler Luigi dans Mario Kart 64. Certains gamers penseront que c'est mieux, mais moi je n'avais jamais joué avec Luigi dans Super Mario Kart. J'aurais vraiment préféré faire Todd. Rire. Parmi les différentes régionales, il y a des détails graphiques de première importance. Notant par exemple les allusions flagrantes à des marques connues dans la version japonaise de Mario Kart 64. En effet, le long des gradins ou sur les panneaux aperçus pendant les courses, les joueurs avisés sauront sans aucun mal reconnaître quelques logos fréquemment repérés pendant les véritables championnats de Formule 1. Marlboro, Parioro, Akip, Luigi, Mobile, Yoshil et Goodyear ou Barrière sont ainsi visuellement parodiés. Une telle pratique venant d'une société comme Nintendo, veillant généralement à ne jamais provoquer des vagues de ce genre, est extrêmement étonnante. Toutefois, si ces parodies sont finalement tolérées au Japon, la firme ne souhaite pas tenter le diable ailleurs, et notamment aux États-Unis, où les procès sont pour certaines marques un sport national. Voilà pourquoi Nintendo of America demande aux équipes japonaises de modifier ces logos en supprimant de toute allusion graphique problématique. Il y a un exemple d'ailleurs par rapport à ça. Là, sur Marlboro, Marioro. Vous trouvez ça notamment sur les voitures Ferrari à l'époque en Formule 1. Mario Kart 64 est un chef-d'œuvre du jeu vidéo. On le saurait bien ou mal de lui trouver un quelconque défaut. En réalité, le principal reproche que les joueurs et la presse ont adressé à Nintendo à l'époque, c'est peut-être n'être qu'une simple mise à jour technique de Super Mario Kart. Le slogan japonais de la Nintendo 64 ouvrez les guillemets, le jeu vidéo évolue. La Nintendo 64 la révolutionne. Et beaucoup attendaient de Mario Kart version Nintendo 64 la même claque qu'avec un Super Mario 64. Un son impressionnant, passage en 3D. Shigeru Miyamoto reconnaît que Mario Kart 64 n'est pas en apparence seulement, parce que pour lui et tous les membres de l'équipe de développement, la révolution a bel et bien eu lieu. Miyamoto, qui a assuré une partie de la promotion du jeu à sa sortie, explique d'ailleurs à la presse nippone en 1996. Certes, la révolution n'est peut-être pas flagrante, mais vous savez jouer à Mario Kart jusqu'à 4 simultanément sans perte de vitesse d'animation, 30 images par seconde, et dans un univers 3D, c'est une prouesse que personne n'avait encore réussi à réaliser. C'est vrai.
coopération à 4 joueurs sur autant de fenêtres splittées. Cela veut dire que la Nintendo 64 doit être capable de gérer simultanément jusqu'à 16 véhicules contrôlés par des joueurs. Aucune autre machine ne peut encore espérer le faire aussi bien. Bref, même si ça ne se voit pas forcément, ce Mario Kart 64 est bel et bien une prouesse qui fait avancer les jeux vidéo. C'est vrai que quand on voit l'évolution de Mario Kart, c'est impressionnant. On en fera peut-être d'ailleurs une vidéo sur ma chaîne gaming, Ludo-du-bas gaming. À l'instar de son aîné de Super Nintendo, Mario Kart 64 sera un incroyable succès international au Japon, avec 2,06 millions d'exemplaires écoulés. Le jeu se positionne une nouvelle fois comme le titre le plus vendu de la console, et ce au nez de la moustache de Super Mario 64, 1,8 million. Belle revanche pour Ikiti Kono. Sur le continent américain, c'est un peu plus de 6,23 millions d'unités que le jeu s'écoule, troisième meilleure vente de la console. Malheureusement, on ne connaît pas les chiffres officiels pour l'Europe, mais on peut sans peine estimer le total des ventes de Mario Kart 64 à plus de 10 millions d'unités. Bref, un nouveau carton planétaire plus important que le précédent. Et là, on a un magnifique artwork de Mario Kart 64. C'est vraiment merveilleux. Cette histoire de Mario Kart est incroyable. Franchement, c'est fou le progrès que le jeu il a fait.